Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Un nouveau dispositif sanitaire pour un accès pour tous aux soins de santé. La couverture santé universelle franchit un nouveau cap avec le partenariat Cameroun-SUCAM. Détail dans ce journal. Le réconfort du gouvernement aux déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale était au chevet de quelques 100 familles déplacées à Ebebda, dans la Lekki. Des adieux au capitaine emblématique des Lions indomptables, la levée de corps de l'ancien capitaine Tato Stéphane s'est déroulée ce jour à l'hôpital central de Yaoundé. La nation lui rend hommage en ce moment même au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Un pas décisif vient d'être franchi dans la mise en œuvre du dispositif de couverture santé universelle au Cameroun. Un contrat de partenariat public-privé a été signé hier à l'immeuble Étoile entre le gouvernement du Cameroun et la Société Santé Universelle Cameroun, en abrégé SUCAM. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté invite tous les acteurs impliqués à tout mettre en œuvre pour la réussite totale de ce nouveau dispositif sanitaire. Retour sur cette activité avec Laurentine Bokono. Donner corps à la vision sociale du président de la République Paul Biya dans le domaine de la santé. Telle est l'ambition de cet important projet de mise en place de la couverture sanitaire universelle. Le chef de l'État en avait pris l'engagement en 2011, il l'a réitéré en 2018. C'est une institution présidentielle qui date. La maturation a pris un peu plus de temps, mais nous avons fini par aboutir. Dans l'intervalle, explique le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, le projet a connu un long cycle de maturation. L'impact social et sanitaire attendu est indéniable. Nous souhaitons que les Camerounais ne soient pas très impatients parce que c'est un très long processus et qui nécessite beaucoup de contrôle parce que, comme vous savez aussi, ce type de choses, il y a beaucoup de fraude, mais c'est un projet fondamental. Le nouveau dispositif sanitaire devrait faciliter l'accès équitable aux services de santé, quels que soient les moyens financiers. La société anonyme Santé Universelle Cameroun a été créée pour les besoins de la cause, matérialiser le projet et accompagner l'État. Reformer le système de santé à l'horizon 2030, c'est l'espoir d'être en meilleure santé sans s'appauvrir. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a reçu en audience aujourd'hui une brochette représentative de l'Association des médecins et guérisseurs traditionnels et des membres du réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et de la médecine traditionnelle. Au centre des échanges avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale, la promotion de la médecine traditionnelle. Voici le reportage de Clarisse Tan. Au mois de juin dernier, membres du gouvernement, parlementaires, médecins et praticiens de la médecine traditionnelle planchaient au cours d'une séance plénière spéciale présidée par le très honorable Kavaye Djibril sur la nécessité de faire de la médecine traditionnelle un complément efficace dans l'offre de santé au Cameroun. L'échange de ce jour entre le très honorable Kavaye Djibril et ses hôtes vient renforcer le désir profond des acteurs du secteur de la pharmacopée de faire valider des solutions endogènes aux problèmes de santé des Camerounais. Ce réseau a pour objectif de valoriser, de moderniser et surtout de codifier la médecine traditionnelle. Nous voulons aboutir à un projet de loi sur la médecine traditionnelle. Le très honorable Kavaye Djibril et ses hôtes s'accordent à penser que la médecine traditionnelle, somme totale des connaissances, pratiques et expériences propres à nos cultures et traditions, est parfois le premier et le dernier rempart de certaines maladies, surtout pour les moins nantis.
Restons en santé pour parler cette fois de la lutte contre les hépatites virales. Le Cameroun et l'OMS viennent de mettre sur pied une arme d'éradication. Il s'agit du plan national de lutte contre les hépatites virales au rang des axes majeurs. Une proposition de vaccin à administrer aux enfants 24 heures après la naissance. Les détails étaient donnés au cours d'une cérémonie présidée par le représentant de l'OMS au Cameroun. La synthèse de Daniel Menanga. Plus d'assurance face à la menace de santé publique. Les hépatites virales doivent disparaître. L'OMS et le ministère de la Santé publique ont un plan. Le Cameroun s'est doté d'un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales. La question de l'accessibilité au traitement est adressée dans le plan stratégique national. Il reste le problème du bilan avant mise en route du traitement. Il se décline en 5 principaux axes que voici, avec à tous les niveaux des objectifs concrets à atteindre. Nous espérons, avec le plaidoyer qui est la Société camerounaise de gastroentérologie, nous partenaires, continuons à faire auprès du gouvernement du Cameroun d'introduire à court terme cette vaccination des enfants à 24 heures de la naissance. Il y a urgence sur le terrain. 8,3% de la population âgée entre 15 et 59 ans est touchée par le virus de type B, l'un des plus tueurs, avec celui de type C. La semaine de l'innovation numérique se clôture en récompense. Le prix spécial du président de la République a été remporté par Nzometia Navis. À lui et à ses dauphins, Sui Innocent et Rodolphe Biloa. La ministre des Postes et Télécommunications a demandé de faire de l'économie numérique un levier pour les succès à venir. Portrait de lauréat avec Irène Janafouda. Le succès frappe à la porte du trio gagnant qui franchit la barre de l'excellence en innovation numérique. Le prix spécial du président de la République revient à Nzometia Nervis Techop de Bouya, promoteur de l'application EOS 3D Printer fabriquée à base des déchets électroniques et capable de produire tout type d'objets. Sui Innocent de Bamenda occupe le 2e rang grâce à Cameroun e-Translate, intelligence artificielle qui traduit en français et en anglais les langues nationales. La 3e marche du podium est réservée à Rodolphe Biloanga de Douala qui s'illustre par BNR Labs, un laboratoire virtuel proposant des travaux pratiques virtuels pour les enseignements. Le prix que nous avons reçu en espèces va nous permettre de recruter beaucoup plus de personnes qui vont charger des expériences. Les projets ayant ravi la vedette aux autres bénéficient d'un accompagnement particulier. Nous avons eu des partenaires qui nous offrent des formations en ligne. Nous avons IBM, la Fondation Tonu et Yomelu, l'UIT. Les autres concurrents ont reçu des lots de consolation pour poursuivre leur aventure entrepreneuriale. Les félicitations du 20h30 aux différents lauréats. Les déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest installés à Ebebda dans le centre, invités à regagner leur terre natale afin de bénéficier du statut spécial en cours d'implémentation. L'appel est du ministre de l'administration territoriale. Paula Tangandji a visité et réconforté quelques 100 familles dans le département de la Léké. Augustin Guizana nous en dit davantage. Le village Ndjoyat, refuge du buffle en Manguissa, langue de la région du centre, héberge depuis plus d'1 an des familles victimes des exactions terroristes. J'ai recensé exactement 215 personnes, ça veut dire le père, la mère et les enfants. Et la communauté qui nous accueille à Ebebda, le chef de traditionnel de Ndjoyat, on lui remercie beaucoup. Aujourd'hui, le chef de l'État Paul Biya a dépêché son représentant à Ebebda. Les mains pleines du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Bien plus, porteurs de bonnes nouvelles. Nous avons déjà encadré 9850 familles qui sont déjà de retour. Nous les avons et qu'à chaque fois, quand vous mettez votre nom sur notre liste, on vous assure un encadrement. Les déplacés internes de la crise sociopolitique remercient le président de la République et lui promettent de rentrer dans leurs villages respectifs. Surtout avec le programme des chefs d'État de reconstruction, nous sommes fiers puisque ça a déjà commencé et on pense que ça va suivre et ça continue. Les déplacés ont exprimé leur gratitude à l'endroit des communautés hautes. C'est sur des pas de danse, des bafements dans la Menchoum que le ministre de l'administration territoriale et les déplacés se sont dit au revoir à Ebebda.
Le comité des chefs de police de l'Afrique centrale s'établit à Yaoundé. Un accord de siège a été signé cet après-midi au ministère des Relations extérieures entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'organe consultatif de coopération policière régionale. Plus de précisions, Séverin Alégambélé. Par accord de siège, il faut entendre un type de traité qu'une organisation internationale conclut avec un État qui l'accueille sur son territoire afin de définir son statut juridique. Pour le cas d'espèce, l'accord de siège est signé après autorisation du président de la République entre le gouvernement et le comité des chefs de police de l'Afrique centrale, qui couvre 8 pays, dont le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, Sao Tomé et Principe, la République démocratique du Congo. Il faut que les chefs de police de ces 8 pays puissent avoir une coopération. Donc le CCPAC va jouer un rôle de coordonnateur. Il est consultatif, il n'est pas un policier qui va descendre en route, mais il va aussi faire le rôle de supervision de nos corridors de circulation des biens. Fort du principe de la rationalisation des institutions au sein de la CEMAC, le comité des chefs de police d'Afrique centrale a amorcé depuis 2018 une phase de révision de ces textes organiques pour une adaptation à la norme communautaire. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a présidé ce vendredi à Yaoundé l'atelier de vulgarisation du guide d'orientation normative des institutions d'encadrement de personnes vulnérables. Rencontre qui a mobilisé les acteurs des secteurs publics et privés qui sont désormais tenus de mettre fin aux nombreuses dérives enregistrées dans les orphelinats, dans les foyers d'accueil ou encore dans les centres d'encadrement des personnes en détresse. La suite du journal pour dire que le document projet de l'initiative Youth Connect insufflé par le chef de l'État en 2019 est élaboré. Le dit document a été signé cet après-midi à Yaoundé par les ministres de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de l'emploi et de la formation professionnelle et des partenaires du système des Nations Unies. Plus de précisions, Barbara Padjama. Une conception jeune tenue par des jeunes, parrainée par des adultes et les pouvoirs publics. L'initiative Youth Connect s'adresse à 75% de la population essentiellement jeune en proie à un emploi. La jeunesse camerounaise aujourd'hui se sent réjouie et impliquée dans le cadre de cette opportunité qui est la nôtre. Nous devons la saisir. 2021-2023, 3 ans d'action pour propulser plus d'1 million de jeunes Camerounais sur 5 piliers. L'entrepreneuriat, l'éducation civique, la participation citoyenne et la cohésion sociale. Tout est contenu et calculé dans un document projet présenté ici. Le ministère de l'économie est très conscient du rôle qu'il a joué dans l'accompagnement de cette initiative en mettant à disposition évidemment les ressources de contrepartie et en mobilisant aussi au niveau donc de nos partenaires techniques au développement les ressources nécessaires. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun s'appuie sur le chef de l'État pour voler de ses propres ailes. Une responsabilité qui attire. Après son lancement en décembre 2019, le plan d'action Youth Connect est prêt pour le terrain. Reparlons ce soir des inondations avec cette levée de fonds de solidarité en faveur des familles sinistrées, sensibilisation des populations et proposition de solutions durables. C'est en tout cas le contenu d'un brainstorming de l'élite du Mayo Danaï par visioconférence. La rencontre virtuelle se tient à la suite des inondations qui ont frappé plusieurs localités de ce département de la région de l'extrême nord. Augustin Guizana a suivi. Plusieurs localités du département du Mayo Danaï, région de l'extrême nord, ont subi ces dernières semaines la furie des eaux. L'élite ressent la peine des populations sinistrées. Cette année, elles ont commencé au niveau de l'arrondissement de Kaikai, où au moins 3 villages ont été touchés. Par visioconférence, elle a dû contourner la crise sanitaire marquée par le coronavirus pour mener des réflexions visant à sortir des solutions urgentes pour des réponses durables. C'est important que l'élite, une fois que le mal est diagnostiqué, si la source est du côté des populations, il faut que l'élite se mobilise pour sensibiliser ces populations à elles-mêmes prendre conscience des maux, de leurs fautes et qui concourent, n'est-ce pas, à l'aggravation, n'est-ce pas, de ce mal. Le Mayo Danaï, bien que bénéficiaire de l'attention du gouvernement, veut, à travers son élite, sortir la tête de l'eau. Le niveau d'usage des 2 langues officielles en évaluation depuis le début de la semaine, ceci par 13 équipes de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui se déploient dans les ministères. Illustration au ministère des Travaux publics ce vendredi.
Rodrigue Bertrand-Tueno. De la commission Moussonguer a été chaleureusement accueilli par la hiérarchie du ministère des Travaux publics. En l'introduisant auprès des responsables de différents services, le ministre Emmanuel Ngannou-Djoumessi a relevé les mesures déjà prises pour promouvoir le bilinguisme aux travaux publics. Cette volonté se heurte à des limites logistiques et la commission pourrait t'aider à les surmonter. Forcément donner des conseils dans le sens de pouvoir améliorer la promotion du bilinguisme lors des activités professionnelles, administratives et même techniques de ce ministère. Le ministère des Travaux publics est la 3e administration visitée par l'équipe de Françoise Anguine. Être au service du Cameroun, mais également au service de la communauté maritime internationale, c'est la principale recommandation faite au directeur délégué de la régie du dragage du port de Douala-Bonabéry et à son adjoint. C'était au cours de la cérémonie d'installation de ces deux responsables. Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral pour les détails. Homme composé d'un manager chevronné et d'un ingénieur expérimenté. Tel est le ticket qui vient d'être porté à la tête de la régie déléguée du dragage du port de Douala-Bonabéry. Il est attendu de la nouvelle équipe managériale qu'elle réduise le coût de l'activité de dragage qui est resté accroché à 156 milliards de francs CFA au port autonome de Douala au cours des 15 dernières années. Nous nous devons de mobiliser, de piloter, de conduire l'ensemble des ressources, notamment les ressources techniques et surtout les ressources humaines. À l'horizon, plusieurs autres défis se profilent. Ils seront relevés. Les défis sont déjà de montrer que nous sommes capables, que sur le plan local, nous avons la compétence de prouver au monde entier que nous n'avons pas besoin forcément des autres, qu'on peut le faire de nous-mêmes. Au final, on espère que l'autonomisation du dragage permettra au port autonome de maîtriser les coûts et d'exécuter les travaux pour la satisfaction des clients. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne soyez donc pas négligents. Cap à présent sur le centre des opérations d'urgence de santé publique pour prendre les dernières informations sur la lutte anti-Covid au Cameroun. Même si la pandémie est en pleine régression avec notamment moins de décès et plus de guérisons, les autorités sanitaires continuent d'interpeller sur le respect des gestes barrières. Évariste Yenga est au centre des urgences avec son invité Claude Axel Minkandi. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne. Bonsoir Ata, Badine Omar. Ce que l'on peut retenir ce soir, c'est que le ministre de la Santé publique a achevé ce jour l'évaluation des 6 premiers mois de la riposte. Souvenez-vous qu'en début de semaine, il a engagé le docteur Manaouda Malachi des concertations. Aujourd'hui, il a terminé la phase des leçons à tirer et des projections à faire vers l'avant. Comme projection, donc, il y aura une priorité. Ce sera celle d'atténuer les impacts sanitaires, les impacts sociaux, économiques causés par la présence et la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Mais pour l'instant, les autorités sanitaires, telles que vous l'avez dit, affirment qu'il y a la maîtrise de la pandémie au Cameroun. La maîtrise de la pandémie, le contrôle, qu'est-ce que cela renvoie en fait? On essaie de le comprendre ce soir avec les éclairages du docteur Claude Axel Minkandi. Il est notre invité ce soir ici au centre des opérations des urgences de santé publique. C'est le gestionnaire des données cliniques de la prise en charge Covid-19. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Au regard des dernières statistiques, des derniers chiffres publiés, quels sont ceux qui indiquent qu'il y a la maîtrise de la pandémie au Cameroun? Ok, merci monsieur Évariste de me passer la parole. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les nouveaux téléspectateurs de la CRTV. Je pourrais commencer par dire que je ne sais pas si on pourra parler de maîtrise à proprement parler ici, mais je pourrais vous dire avec certitude que au Cameroun, la gestion de la riposte à la maladie à Covid-19 s'est faite avec beaucoup de sérieux et d'abnégation.
Et à travers cela, on pourra dire que les indicateurs clés ici, tels que le nombre de nouveaux cas, le nombre de cas actifs, le nombre de décès, le nombre de patients mis sur oxygène, le taux d'occupation de lits sont des grandeurs observables et mesurables en perpétuelle décroissance et en courbe régressive depuis quelques semaines déjà. Mais il y a quand même, on remarque qu'il y a encore 1080 cas qui sont actifs, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir recommencer. Est-ce que ça veut dire que cette maîtrise est fragile? Monsieur Évariste Yenga, 1080 cas actifs, le chiffre peut sembler important, peut sembler élevé, mais il faut dire que si nous mettons ce chiffre en rapport avec le nombre de cas positifs, jusqu'ici déjà à plus de 18 000 cas au Cameroun, nous allons constater que ce rapport est plutôt faible. Mais cela traduit dans les efforts du gouvernement camerounais à travers le ministère de la Santé et ses partenaires qui démontrent avec plus d'actes et d'actions que vraiment la riposte est effectivement en cours et que c'est encore le lieu ici de rappeler que nos concitoyens doivent toujours continuer d'observer le désormais sacro principe du respect des mesures barrières afin de pouvoir continuer à lutter contre cette maladie qui fait assez de ravages dans le monde entier. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous à prendre, c'est celui de demain à Tap Badiné Omar. On va poursuivre le tour des régions tout au long du week-end. Demain, on sera en contact avec le délégué régional de la santé publique pour la région du Sud-Ouest. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour ces informations. Le rendez-vous de demain est pris. La ville de Limbé sera bientôt dotée d'un marché ultra moderne pour faciliter les transactions commerciales. La pose de la première pierre de cette infrastructure, lieu d'échange et de brassage, a été faite par le préfet du FACO en présence du directeur général du FECOM, Catherine Andjou de CRTV Sud-Ouest. La pose de la première pierre du marché ultramoderne de Limbé augure des lendemains meilleurs pour les commerçants qui souffraient jusqu'ici du déficit en termes d'espace commercial. Au cours de la cérémonie de lancement du projet, le maire de ville Andrew Mutanga Mujimba s'est voulu rassurant face aux commerçants dont les espaces marchands ont été détruits pour laisser place à ce nouveau pôle économique. Les travaux qui s'évaluent à plus de 2,2 milliards de francs CFA vont donner un visage plus reluisant à la ville de l'Amitié qui a pour activité principale le commerce. Les autorités administratives et municipales ont cependant demandé aux populations de travailler en synergie avec les constructeurs de cette infrastructure qui va non seulement assainir l'environnement du vendeur mais également celui du consommateur. Je vous le disais dans les titres du journal, vibrant hommage à un ancien lion indomptable, la nation s'incline devant la mémoire de l'emblématique capitaine de l'équipe de football senior, Tato Stéphane, qui aura avec bravoure porté le brassard dans la tanière de 88 à 94. Une cérémonie d'hommage présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique se déroule en ce moment même au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Un peu plus tôt en journée, c'était la levée de corps à l'hôpital central de Yaoundé avec la présence remarquée de ses anciens coéquipiers, proches, familles et autorités. Évariste Yenga raconte. Ici commence le dernier voyage de l'un des héros de 1990 en Italie, la sortie de la conserve de Stéphane Tato. C'est extrêmement douloureux, c'est un moment difficile et notre objectif aujourd'hui c'est d'accompagner dans la sérénité notre collaborateur et une autre légende. L'ensemble du mouvement olympique que je suis venu représenter rend un vibrant hommage à un grand joueur de football. Sa fille Ivana est inconsolable. Ses coéquipiers aussi n'en reviennent presque pas, ténaillés par l'émotion et les regrets. Il m'est encore difficile aujourd'hui de penser que Stéphane Tato ne sera plus parmi nous. C'est très dur pour nous. Très dur. Son ancien club, Tonnerre de Yaoundé, est venu accompagner son héros. C'est une grosse perte pour nous. C'est un brave joueur qui s'en va. Nous sommes dans le désarroi. 4 membres du gouvernement autour de celui des sports. Samuel Eto'o, le représentant du président de la CAF, les anciens lions indomptables, la famille, les amis, tous ont salué la dépouille de l'illustre disparu. Ce dernier voyage de Stéphane Tato s'achève demain samedi, inhumation au cimetière de Volier.
Toujours dans le même registre, l'ancien gouverneur de région dit Nkaïfon Pefora a entamé son voyage pour l'éternité. C'est à la mort de l'hôpital militaire de Douala que famille, amis et connaissances ont rendu hommage à ce haut commis de l'État qui reste un modèle et une référence pour ses anciens collaborateurs. Rufin Kacham de CRTV Littoral. Comme il a vécu auprès des siens, c'est avec le même esprit, celui de l'hospitalité, de l'amour pour la justice et la valorisation de l'humain, que famille, amis et anciens collaborateurs ont choisi de rendre hommage à l'illustre disparu à la mort de l'hôpital militaire de Douala. Une référence qui nous a inspirés, surtout qu'il affichait un commandement très pondéré. Si les anciens collaborateurs pleurent un haut commis de l'État, modèle dans la préfectorale, ses fils et filles de son Noun natal pleurent un père et un rassembleur. Il a été à la base de l'électrification du village. Au niveau maintenant de la carrière, c'est fut un modèle. Décédé le 2 août dernier, cette icône de la préfectorale, auteur de plusieurs livres sur l'administration publique camerounaise, sera inhumé ce samedi à Mambeng, son village natal, dans le Noun. Destination Cameroun, mon beau pays, allons à la découverte du rocher Cobra dans la localité de Boboyo, région de l'extrême nord. Un rocher dont les traits physiques sont semblables à ceux d'une tête de cobra. Le symbole inspire respect, crainte et admiration chez les peuples du Mayokani et même chez les touristes. Le guide de ce soir, Francine Diaba de CRTV Extrême Nord. Boboyo, un canton situé à 6 km de Kaélé et à 1 heure de Maroua, est un village réputé non seulement pour son lac aux crocodiles, mais aussi et surtout pour cette merveille majestueuse à la forme atypique. Imposant de par sa stature, cette petite merveille de la nature, dont le physique ressemble à la tête d'un cobra royal, force depuis des décennies l'admiration des habitants de Boboyo et des touristes. Il y a de cela 35 ans, le rocher-ci n'était pas aussi comme ça. C'est cette action anthropique, l'action des hommes à travers l'agriculture, qui a fait en sorte que la terre qui couvrait la tête du rocher soit dégagée. Bien des croyances africaines sur le cobra indiquent que ce serpent est annonciateur de grands changements et de profondes transformations intérieures. Ce rocher cobra nous a été légué par nos ancêtres. Il est comme une divinité qui apporte l'harmonie, la paix dans notre village. Il fut un symbole royal dans l'Égypte antique et aujourd'hui encore, il inspire le respect, l'allégeance, la crainte et la force à la fois. La nature n'a pas cessé de nous dévoiler ses mystères. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Francky Vina et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazo et de Tatiana Ombedim. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.